Bonjour, ici Patrick Vannas de Théovox Studio. Dans la série d'émissions Les enjeux politiques et bibliques du Moyen-Orient, je vous invite à écouter la partie sur le croissant chiite ainsi que sur Israël. Si on poursuit maintenant avec le croissant chiite, qu'on a vu à la dernière émission avec l'Iran, l'Irak est le deuxième pays de ce croissant-là. L'Irak était auparavant, sous le pouvoir de Saddam Hussein, partie intégrante de l'axe sunnite, parce que Saddam Hussein était sunnite, mais l'invasion américaine de 2003, qui visait à amener un régime ami des Américains, a plutôt un effet totalement contraire en faisant basculer l'Irak du côté du croissant chiite et devenant même un allié de l'Iran contre les intérêts américains. L'Irak est un État qui est demeuré faible, avec un territoire qui n'est pas toujours occupé, plutôt dominé par le gouvernement en place. Notamment, on le voit par exemple au nord, on a les Kurdes qui ont quand même formé une république autonome, qui sont détachés du pouvoir central. Et on a aussi l'État islamique qui était dominant de 2012 à 2017 en Irak ainsi qu'en Syrie, comme on va le voir dans les cartes suivantes. Dans la première carte, l'expansion de l'État islamique en Irak et en Syrie, on voit ici l'Irak et la Syrie en 2014, et les zones qui sont en gris foncé sont les zones qui étaient occupées par l'État islamique. On peut voir que l'État islamique était très près de Bagdad, de la capitale, qui a failli tomber dans les mains de l'État islamique, et aussi qui était aussi il occupait aussi une grande partie de la Syrie. Ce qu'on voit, c'est que l'État islamique a tout de même reculé à partir de 2015. Dans la deuxième carte ici, Syrie et Irak, les forces en présence, on voit que la zone en gris foncé a considérablement fondu. Elle s'est éloignée de Bagdad. La zone s'est amincie aussi et on voit qu'elle a été coupée aussi dans la région de Sinjar qui est tombée aux mains des forces militaires irakiennes. Et on le voit aussi en Syrie où l'État islamique a quand même beaucoup diminué. Mais c'est en regardant la troisième carte, le territoire Daesh en Syrie et en Irak, où l'on voit que le territoire occupé par l'État islamique a vraiment fondu parce que la ligne qui est en gris foncé, le territoire en gris foncé est très très petit, à peu près plus rien en Irak, sauf la région de Hawija ici au nord. À l'ouest de l'Irak, entre Haditha et la frontière syrienne, il reste une petite ligne, un filet, on peut dire, de l'État islamique, et un peu plus en Syrie, mais c'est quand même dans la région de Palmyre notamment, et aussi au nord de la Syrie. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'État islamique a considérablement été réduit à partir de 2015, et il a pratiquement disparu aujourd'hui. Le troisième pays de l'axe chiite est la Syrie. La Syrie est un pays avec une population à majorité sunnite, mais le gouvernement de Hafez al-Assad de 1970 à 2000 et de Bachar al-Assad de 2000 jusqu'à aujourd'hui est chiite. Ce pays-là a connu une guerre civile depuis 2011. Il est toujours en guerre civile depuis plus de 7 ans maintenant. Et on voit que les forces en présence sont quand même très diversifiées. Ce n'est pas une guerre avec seulement 2 acteurs. On a d'un côté les forces gouvernementales qui sont appuyées par l'Iran et par la Russie. On a aussi des forces démocratiques sunnites qui sont appuyées par les États-Unis et la Turquie. Nous avons aussi des groupes islamistes sunnites divers, notamment Al-Qaïda aussi qui est présent dans les combattants. Et on a aussi l'État islamique qui, comme on l'a vu auparavant, est en perte de contrôle aujourd'hui. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que grâce à l'aide de la Russie, qui est intervenue militairement à partir de 2015, notamment par des attaques aériennes, la Syrie, le gouvernement syrien, est en train de gagner la guerre civile qui fait rage dans son pays. Le dernier pays de l'axe chiite est le Liban. Le Liban est un petit pays de 10 000 km², mais qui est divisé par des groupes confessionnels ou communautaires qui vont se partager le pouvoir. Ce pays-là, premièrement, est constitué de sunnites, et les sunnites vont être représentants du gouvernement, dont le premier ministre actuel, qui est Saïd Hariri. Le deuxième groupe sont les chrétiens. Ce groupe-là est représenté à la présidence par Michel Aoun. Et le troisième groupe sont les chiites. Et les chiites vont dominer le Parlement et le président du Parlement, il est chiite. Ce pays-là a connu 15 ans de guerre civile entre ces groupes communautaires-là, de 1975 à 1990. Cette guerre civile-là s'est terminée avec les accords de Taïf, qui a ramené une espèce, on pourrait dire un semblant d'ordre et d'harmonie dans le pays, mais qui est toujours fragile. Et ce pays-là aussi a été dominé par la Syrie pendant 15 ans, de 1990 à 2005. C'est un État qui demeure toujours faible, un gouvernement qui n'a pas beaucoup de pouvoir non plus, et le gouvernement, il est sunnite et il est appuyé
Si on ne peut pas dire aussi contrôlée par l'Arabie saoudite, comme on a vu il y a quelques mois où le premier ministre plutôt, Saïd Hariri, a été retenu de façon un peu ambiguë en Arabie saoudite pendant plus de 2 semaines. Maintenant, on va aller voir les différentes photos et cartes aussi qui vont illustrer cette division-là entre les différents groupes. Donc, on voit ici sur la carte du Liban avec différentes couleurs. Ces couleurs-là vont représenter les différents groupes confessionnels. La zone qui est en bleu, c'est la zone qui est un peu au nord-ouest du pays, qui est peuplée majoritairement de Libanais chrétiens, que ce soit des chrétiens orthodoxes ou maronites, qui sont des chrétiens catholiques orientaux. La zone qui est en verte, c'est une zone qui est peuplée par des chiites. Donc, on le voit par exemple au nord-est du pays. On le voit aussi au sud, près de la frontière israélienne, ce sont les chiites qui sont là. Dans la zone en gris qu'on voit à l'extrême sud du pays, à l'extrême nord et aussi à l'extrême est, ce sont des zones qui sont peuplées de musulmans sunnites. Et les zones en orange, notamment au centre-ouest, au sud de Beyrouth, ce sont des Druzes, des Libanais druzes, qui représentent une forme d'islam chiite, mais qui est très différent des autres chiites. Si on poursuit maintenant sur la photo à droite à l'écran ici, on voit 2 hommes. Ces 2 hommes sont, premièrement, M. l'ayatollah Ali Khamenei, qui est le guide suprême de l'Iran, celui qui est à la gauche de la photo avec la robe blanche et noire par-dessus. Et à la droite, c'est Hassan Nasrallah, qui est le leader du Hezbollah. Et ce groupe-là est vraiment dominant dans ce pays. Si on arrive avec le Hezbollah, donc on a mentionné sur la photo, c'est un groupe qui est vraiment dominant et c'est ce groupe-là qui explique pourquoi le Liban fait partie de l'axe chiite. Ce groupe-là est un groupe armé et un parti politique en même temps aussi, et un groupe armé qui est même plus puissant que l'armée libanaise. Donc l'armée libanaise n'a jamais osé affronter ce groupe-là. Ce groupe-là est aussi appuyé par le président chrétien Michel Aoun. Ce groupe-là est armé, financé et appuyé aussi par l'Iran, qui lui fournit entre autres des armes et des missiles aussi. Ce groupe-là a connu des guerres contre Israël, notamment celle de 2006, et depuis 2006, la fin de cette guerre-là, rien n'a été réglé, puisque le Hezbollah a continué à recevoir des missiles de la part de l'Iran, et on évalue aujourd'hui la quantité de ce missile-là à 150 000. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que les missiles d'aujourd'hui sont de meilleure qualité que ceux qui avaient été utilisés notamment à la guerre de 2006, où c'était des petits missiles Katyusha de portée plus limitée. Et ces missiles, évidemment, cet armement est fourni par l'Iran. Le Hezbollah, malgré son penchant chiite et malgré son alliance avec l'Iran, n'est pas non plus un groupe extrêmement radical et non plus désordonné, parce qu'il est quand même assez pragmatique. Ce groupe-là ne veut pas de briser ses relations totalement avec le gouvernement et a accepté de former une coalition gouvernementale avec le gouvernement sunnite. On va regarder maintenant sur les cartes suivantes les différentes illustrations par rapport au Hezbollah et à son armement, ainsi qu'à la guerre qu'il a connue avec Israël en 2006. Donc, on voit sur la carte de gauche que le Hezbollah a des missiles variés. Donc, sur la zone en 1, qui est près évidemment de la frontière libano-israélienne, on a la portée des missiles Katyusha qui est évaluée de 12 à 40 km. Ces missiles-là étaient surtout utilisés dans la guerre contre Israël en 2006. Mais ils ont été supplantés par d'autres types de missiles qui se sont répandus par la suite. On a aussi les FAGR-5 qui ont une portée de 75 km, qui peuvent aller plus loin dans le nord d'Israël. On a aussi les N-600 qui ont une portée beaucoup plus importante de 230 km, qui peut même frapper les grandes villes comme Tel Aviv, comme Jérusalem, et même Beersheba qui se retrouve à la porte du Negev. On a aussi les Zellal 2 qui ont une portée de 250 km aussi, et finalement les Scud-D qui sont dans la zone 5, qui peuvent aller au-delà de cette zone-là et qui peuvent aller jusqu'en Arabie Saoudite, qui ont une portée de 700 km. Si on regarde maintenant sur l'autre carte à droite, on a la carte de la guerre qui a eu lieu entre Israël et le Hezbollah en 2006. Donc, tous les carrés bleus sont les zones qui ont été, sont les villes et les localités qui ont été frappées par Israël, notamment dans la ville de Beyrouth, comme on le voit par exemple sur le petit carré à gauche en haut de la carte. On le voit aussi dans l'agrandissement autour de Tyr, près de la rivière Litanie, de nombreuses frappes qui ont été opérées par Israël.
Et au bas de la carte, notamment la ville de Haïfa, ont été frappées aussi par les missiles libanais lors de cette guerre-là. Après les explications que vous avez reçues par rapport aux croissants chiites et à l'axe sunnite, nous allons voir maintenant Israël qui est au centre du Moyen-Orient et évidemment qui se retrouve en ligne conflictuelle avec ses voisins. Cet État-là est un État récent qui date de 1948. Il a célébré son anniversaire le 14 mai 2018 à la suite de 50 ans de préparation et à la suite aussi de 1813 ans de dispersion. Je m'explique, ces 50 ans de préparation-là ont débuté vers les années 1890, notamment en 1897 avec le sommet de Bâle où on a décidé d'amener un retour en Israël, le retour du peuple juif en Israël. Cette dispersion-là, évidemment, qui date de plusieurs années, depuis 1813 ans, s'est faite en deux phases. Une première phase en 70 après Jésus-Christ, notamment avec la destruction du temple de Jérusalem par les armées de Titus, l'armée romaine de Titus, et phase finale en 135 après Jésus-Christ. Et ce retour-là, miraculeux, avait été prophétisé par Ézéchiel, chapitre 36 et 37, lorsqu'on parlait du retour en Sion. Dès sa fondation, dès le lendemain du 15 mai 1948, les États voisins lui ont fait la guerre. L'Égypte, la Syrie, la Jordanie ainsi que l'Irak ont envahi Israël pour le détruire, mais miraculeusement, malgré des forces extrêmement inférieures par rapport à ces armées-là, Israël a non seulement repoussé l'armée, mais a gagné et a agrandi son territoire. Par contre, cette guerre-là n'a pas amené une paix, puisque les États arabes voisins sont demeurés menaçants, notamment l'Égypte, comme on en a parlé un peu précédemment. Et ce qui a amené 18 ans plus tard à la guerre de 6 jours de 1967, on voyait un peu avant cette guerre-là que les armées voisines se préparaient, notamment l'armée égyptienne, et en 1967, en juin 1967, le premier ministre Lévi Eshkol et son ministre de la Défense Moshe Dayan ont lancé une attaque surprise contre les pays voisins, contre les mêmes ennemis qu'en 1948, et Israël va gagner et agrandir son territoire de façon très marquée dans plusieurs endroits, notamment par exemple dans le Sinaï égyptien, qui est à l'ouest d'Israël. Par contre, le Sinaï a été rétrocédé progressivement de 1978 à 1982 suite aux accords de Camp David de 1978. La Cisjordanie, qu'on appelle aussi la Judée-Samarie dans la Bible, qui était pris de la Jordanie, qui était un territoire jordanien pendant 1948 à 1967. Ce territoire-là a aussi des bases bibliques importantes pour Israël. Il y a beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament qui se retrouvent dans ce territoire-là. Il y a Jérusalem-Est, parce que Jérusalem avait été coupée en deux avec la guerre de 1948-1949. Et la partie Est qui avait été occupée par la Jordanie a été reprise par Israël. Et tout de suite après, Israël a annexé la partie Jérusalem-Est, on ne l'a pas occupée, mais l'a annexée et a unifié la ville de Jérusalem en 1967. Et dans cette zone-là, on retrouve la vieille ville de Jérusalem et surtout l'endroit où se retrouvaient les deux anciens temples juifs, le temple de Salomon ainsi que le temple d'Hérode ici. Il y a aussi la bande de Gaza qui était prise de l'Égypte lors de cette guerre-là, et finalement le plateau du Golan qui était pris aussi de la Syrie et qui était aussi annexé en 1981. Nous allons voir maintenant quelques cartes qui vont détailler l'évolution du territoire israélien de 1947-48 à 1967. Donc, si on regarde en 1947 dans la carte de gauche, la carte de 1947 parle du plan de partage de l'ONU. Donc, l'Organisation des Nations Unies avait, à la suite d'un vote, organisé un vote chez les membres de l'Assemblée générale, et ces membres-là ont voté pour ce plan de partage-là qui avait été élaboré par l'Organisation des Nations Unies. Et on voit les zones qui sont en orange, qui sont les zones qui étaient prévues pour l'État israélien. Les zones en gris étaient les zones pour l'État arabe. Et aussi, la zone de Jérusalem, on n'avait pas été capable de se décider. On avait fait de Jérusalem entier une zone internationale. À la suite de la fondation de l'État d'Israël et de la guerre entre Israël et ses voisins, les frontières ont changé et ce qu'on voit, c'est qu'Israël a agrandi son territoire. Donc, on voit que la zone en orange maintenant, c'est tout Israël et il n'y a plus d'État arabe. Donc, l'État arabe est mort-né. Alors que la zone qui se retrouvait, par exemple, en Judée-Samarie a été occupée par la Jordanie ainsi que la partie est de Jérusalem et la bande de Gaza a été occupée et annexée par l'Égypte.
Après la guerre de 1967, comme on le voit sur la carte à droite, ici, le Sinaï, qu'on voit ici, a été occupé, mais rétrocédé à l'Égypte de 1978 à 1982. On voit la bande de Gaza aussi, qui a été occupée par Israël, qui a été repris par la suite. Et on a aussi la Cisjordanie qui était reprise aussi de la Jordanie, ainsi que la partie est de Jérusalem. Cette guerre-là qu'Israël a connue avec ses pays voisins et surtout l'agrandissement de ses territoires à partir de 1967 et l'occupation notamment de la Cisjordanie et la bande de Gaza et la partie est de Jérusalem ont amené une pérennité des conflits avec ses voisins dans la zone du Moyen-Orient. Premièrement, avec la Syrie, le fait qu'Israël a occupé en 1967 et même annexé le plateau du Golan, qui appartenait à la Syrie en 1981, a amené un conflit qui dure toujours avec ce pays-là. Avec l'Iran, l'Iran, c'est assez particulier parce que l'Iran n'avait pas été affecté par les conflits auparavant. Même le Shah d'Iran était plutôt un allié d'Israël, mais avec les révolutions islamistes de 1979, l'Iran est devenu le pire ennemi d'Israël, à cause, évidemment, de la cause palestinienne. Puis aussi le Hezbollah libanais. Ce groupe-là a été formé en 1982 suite à l'événement où Israël avait envahi le Liban pour chasser l'Organisation de la libération de la Palestine qui faisait des attaques contre Israël. Et par la suite, le Hezbollah a été formé et a toujours juré la destruction d'Israël. Et ce qu'on voit aussi par rapport à tout ça, c'est que le croissant chiite va demeurer la principale menace d'Israël. Aussi, ce croissant-là est aussi appuyé par la Russie. Ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'on a une guerre avec les autres pays, mais aussi on a créé à partir de 1967 le conflit israélo-palestinien par le fait qu'Israël a occupé les différents territoires de Cisjordanie, de Gaza et la partie est de Jérusalem qui était aussi annexée. Et donc, ce conflit-là va nourrir la haine au Moyen-Orient, dans les autres pays voisins. On a tenté, dans la communauté internationale, à partir de 1991, de mettre en place des initiatives de paix, des tentatives de paix qui ont été nombreuses, mais qui ont tous été infructueuses. Ces tentatives-là de paix étaient basées sur l'échange de la paix contre des territoires qui pourraient former un État palestinien. Premier accord qui a été conclu, ce sont les accords d'Oslo de 1995, qui étaient intérimaires, dans le sens qu'ils n'étaient pas définitifs, en attendant une solution définitive du conflit par de nouvelles négociations, mais qui n'a jamais eu lieu. Ces accords d'Oslo-là, qui sont encore en vigueur aujourd'hui, vont prévoir une autonomie palestinienne dans une partie des territoires occupés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et aussi la formation d'un gouvernement autonome palestinien qu'on appelle aussi l'Autorité palestinienne. La solution qui a toujours été envisagée, ce sont deux États, un État israélien, un État palestinien, ce qui va aussi avec la prophétie de Joël 3.2 qui dit « Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont divisées ». Ce conflit-là aussi a amené la formation du Hamas à partir de 1987. Le Hamas est devenu rapidement un groupe armé, un groupe politique qui a commencé à commettre des attentats contre Israël à partir de 1996 et encore plus à partir de 2000 avec la deuxième intifada. Et même ce groupe-là s'est séparé de l'autorité palestinienne, ce qui fait qu'on a deux entités en Palestine aujourd'hui, le Hamas et l'autorité palestinienne qui est occupée par le Fatah. Et on peut dire aussi que le Hamas a participé activement à deux guerres contre Israël. Premièrement, de 2000 à 2004, où il y a des attentats terroristes où plus de 1000 Israéliens ont été tués. Une grande partie de ces attentats-là ont été attribués au Hamas. Et aussi en 2008, lorsqu'Israël a envahi le Hamas afin d'arrêter les attaques à la roquette, aux fusées qui étaient lancées contre Israël. Maintenant, on va voir maintenant ces deux cartes-là qui vont expliquer de façon plus détaillée certains éléments du conflit. Dans la carte de gauche, on voit le territoire palestinien de Cisjordanie. Ce territoire-là, qu'on appelle ici en anglais le West Bank, à la suite des accords d'Oslo, on a divisé ce territoire-là en trois zones. Donc, les zones A, qui sont sous contrôle palestinien, sont les zones en orange, beige-orange. Ces zones-là sont sous autorité totale palestinienne. Ça veut dire que la sécurité ainsi que les affaires civiles sont sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Les zones B, qu'on voit ici en beige, sont mixtes avec un contrôle palestinien en matière civile, mais la sécurité, elle est israélienne.
Alors que la zone C, qu'on voit en gris, sont les zones, constituent des zones qui sont contrôlées par le gouvernement israélien, par l'armée israélienne, autant du point de vue militaire que du point de vue civil. Si on regarde maintenant du côté de la bande de Gaza, dans la deuxième carte, on voit sur cette carte-là les différentes opérations militaires qui ont été commises autant de façon aérienne que par des soldats à pied, que par aussi des tanks et même des navires de guerre qui ont bombardé la bande de Gaza pendant près d'un mois en décembre 2008. Voici ce qui conclut cette émission sur le Moyen-Orient et les prophéties bibliques. À la prochaine émission, qui va être la dernière, nous allons voir le rôle des grandes puissances, soit les États-Unis et la Russie. Nous allons voir aussi les derniers développements de l'actualité politique régionale de cette zone du Moyen-Orient. Et nous ferons un retour sur Gog et Magog pour voir en quoi les prophéties de Gog et Magog sont en lien avec la situation politique internationale actuelle dans cette région. Ici Patrick Vanas pour Théovox Studio et je vous dis à la prochaine.